l'année dernière, voire même en 2021. Plusieurs thématiques sont déjà de façon exceptionnelle. Nous avons eu un webinaire sur la diphtérie compte tenu de ce qui prévaut au Nigeria. Et cette semaine, compte tenu de la situation épidémique au Tchad, mais également du risque de voir émerger des épidémies de dengue au Cameroun, parce que comme nous allons le voir, c'est quelque chose qui circule. Ce sont des arbovirus qui circulent depuis plusieurs années dans notre pays. Il est question maintenant pour tous les acteurs d'être assez vigilants. Nous voulons donc attirer l'attention des responsables experts de santé publique en charge de la préparation et la réponse à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mais aussi des professionnels de santé qui sont dans les formations sanitaires et qui sont même les premiers acteurs à être en contact avec ces malades-là, qui doivent être en alerte et qui doivent pouvoir notifier immédiatement les structures sanitaires devant un cas suspect. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le panel d'experts que nous avons aujourd'hui. L'agenda est affiché. Nous aurons 10 minutes de présentation sur la surveillance de la dengue au Cameroun avec le docteur Kamgan Basile. Le docteur Kamgan Basile est un expert des arbovirus. Il a un PhD en entomologie médicale. Il travaille au CRIT et il est l'investigateur principal de plusieurs projets, notamment dans le cadre de tout ce qui est recherche en entomologie et sur les arbovirus. Il faut dire également qu'il a une 50aine de publications dans des revues internationales et à comité de lecture. C'est pour vous dire un peu la pointure que nous avons aujourd'hui. On va même dire que c'est lui la mémoire en ce qui concerne la dynamique des arbovirus au Cameroun. Donc, Dr Basile, nous vous remercions encore pour votre présence à ce webinaire et de tout ce que vous allez nous donner. À la suite, nous aurons 10 minutes de présentation. Merci. Avec le Dr Gou Abanda. Dr Gou Abanda, he is a public health microbiologist. He has more than 12 years of working experience. He's working at the Central Pasteur of Cameroon, and he's currently the lead of the Arbovirology Lab. He's also the WHO Regional Reference Lab focal point at Central Pasteur regarding arboviruses, especially yellow fever, dengue fever, chikungunya. He also has conducted many research, many studies, and the emphasis is on surveillance and also on immune response. Dr. Gou Abanda will conduct us on the diagnosis or the laboratory aspects regarding dengue fever. And lastly, thank you, Dr. Gou, for your availability. The last person to present is Dr. Dissia. Nous sommes heureux de vous présenter le Dr. Dissia. Il est médecin épidémiologiste originaire de la République du Tchad. Il est épidémiologiste du terrain, il connaît bien le Cameroun et il est actuellement le coordonnateur du Centre des opérations des urgences de santé publique. Actuellement gestionnaire de l'incident de la dengue au Tchad et il va nous donner l'expérience du Tchad dans le cadre de la gestion de la dengue. Après ces 3 séries de présentations, nous allons ouvrir un panel de questions-réponses, mais déjà, sentez-vous libre de partager vos questions dans le chat que nous allons noter afin de nous assurer que cela sera pris en compte dans les délais impartis. Je vais donc inviter notre IT, M. Maïdé, à partager l'écran. Docteur Kamga, vous préférez partager votre écran ou bien on le fait pour vous? Je vais essayer. D'accord, merci. Vous avez donc la parole. Merci autorisez le partage. Merci de me passer la parole. Avec la présentation que tu as faite là, ça me met la pression, quoi. Pour mon écran, là. Qui m'a autorisé de partager? Qui m'autorise de partager, ouais? Ah non, il n'a pas encore autorisé.
Haïti, est-ce que vous pouvez arrêter le partage de l'agenda et permettre le partage de l'écran par le docteur Kanga? Merci. Vous voyez mon écran? Merci, docteur Bazin. Oui, très bien. Vous pouvez mettre en mode diaporama. Très bien, merci beaucoup. À vous. D'accord, merci. Comme docteur Boulanga vient de le dire, je vais présenter quelques informations sur la dengue au Cameroun de manière générale. Donc, ma présentation portera également sur ce qu'on connaît de la dengue au Cameroun et ce qu'on connaît des vecteurs et qu'est-ce qui peut être également fait pour la lutte contre la dengue au niveau du pays et de la station de la sous-région Afrique centrale. Donc, je vais commencer par dire que la dengue, c'est une arbovirose. Arbovirose, ça veut dire juste que maladie virale transmise par les arthropodes. Et la dengue, c'est la maladie virale transmise par les moustiques qui est la plus importante dans le monde. Dans ce sens que déjà dans les années 2000, au courant de l'année 2000, près de 500 000 cas avaient été reportés. Et en 2010, plus de 2 millions de cas et en 2019, plus de 5 millions de cas. Ceci montre l'importance de la maladie au niveau mondial. Et toujours en ce qui concerne la dengue, il faut noter quand même que c'est une maladie qui est mortelle. Par exemple, dans les années 2000, on notait plus de 900 décès en 2000. En 2015, plus de 4000 et ce chiffre va croissant. Et aujourd'hui, on devrait être à plus de 5000 cas de mort par an. Et cette maladie est causée par un virus qu'on appelle le virus de la dengue, qui est un virus à ARN, comme vous pouvez voir sur la figure ci-contre, et qui a les parties principaux, c'est la membrane, l'enveloppe et la capside. Et il existe également 4 sérotypes de la dengue, dont dengue 1, dengue 2, dengue 3 et dengue 4. Ceci voudrait dire qu'une personne peut être infectée 4 fois par le virus de la dengue. Donc, lorsque tu es infecté par un sérotype, par un premier sérotype, tu peux être infecté par un second sérotype, ainsi de suite. Et chaque fois, quand tu es infecté par un nouveau sérotype, tu as plus de chances de développer les formes graves de la dengue. Donc, comme je disais, la dengue, c'est transmis par les moustiques du genre Aedes principalement. On doit avoir 2 espèces. Et en ce qui concerne les symptômes, on va dire quelques mots là-dessus, en ce qui concerne les symptômes. La dengue commence généralement toujours par une fièvre. Et après, il y a d'autres symptômes comme les céphalées, les douleurs rétro-orbitales, les douleurs musculaires, les nausées, les éruptions cutanées. Ça, ce sont les symptômes communs. À côté de ces symptômes communs, on a certains symptômes pour les formes graves. Et pour les formes graves, on doit avoir les vomissements fréquents, assez réguliers, des signes hémorragiques au niveau de tous les orifices du corps, les nez, orifice anal, au niveau de la peau, aussi des hémorragies au niveau du cerveau. Et on doit avoir une sensation de fatigue intense également. Ça, c'est en ce qui concerne les formes graves de la dengue. Donc, quand il parlait, on a 3 cycles de transmission écologique. Donc, on a le principal cycle qui est le cycle urbain. C'est là justement qu'on parle des épidémies de dengue. Et on a un cycle au rural qui est souvent discuté, où les gens pensent que c'est juste une zone d'émergence, où c'est là où le virus émerge lorsque l'homme part en contact de la forêt, qui est le cycle selvatique. Et quand le virus revient au village, et c'est là où la maladie émerge en réalité. Donc, dans le cycle selvatique, on a les primates non humains et les moustiques selvatiques comme Aedes africanus, Aedes fructifers et d'autres Aedes. Donc, comme je l'ai dit, en milieu urbain, on a 2 principaux vecteurs, Aedes aegypti et Aedes albopicus, comme vous pouvez voir sur l'écran. Qu'est-ce qu'on connaît alors des activités de la dengue au Cameroun? Il faut noter que pendant longtemps, il était considéré comme rare en Afrique de manière générale, parce que les scientifiques estimaient que le moustique présent en Afrique n'était pas un bon vecteur de la dengue.
mais il savait que tout cela était justement dû au fait que la dengue était sous-diagnostiquée et sous-notifiée parce que, comme vous voyez, les symptômes, c'est la fièvre comme le paludisme qui est endémique en Afrique de manière générale. Généralement, en Afrique, on attribue tous les cas de fièvre au paludisme, parfois sans diagnostic. Même lorsque souvent on a un diagnostic négatif, on continue à traiter le paludisme. Donc, ceci, c'est pour montrer comment le talent était autrefois grand pour parler de la dengue en Afrique de manière générale, au Cameroun en particulier. Ici, là, c'est juste quelques illustrations pour montrer des cas où il y a eu détection, où il y a des traces d'anticorps dirigés contre les virus de la dengue ont été reportées au Cameroun. Donc, ceci part de 2002, où un touriste allemand de retour au Cameroun a été diagnostiqué positif à la dengue 2. Et en 2006, il y a eu des soldats français basés à Douala et à Yaoundé et certains résidents français également. Pourquoi ces soldats français uniquement? Il faut juste noter ici là que c'est justement dû au fait que ces soldats français, quand ils faisaient la fièvre, ils sont rendus au centre médico-social de l'ambassade de France. Et le médecin qui était là à cette époque était expérimenté à la dengue, il a suspecté la dengue. On les a référés au centre Pasteur du Cameroun et on a diagnostiqué que c'était dengue positif. Vous imaginez que si c'était les populations locales, on n'aurait pas dû diagnostiquer cela. Les études aussi de 2004 à 2007, c'est des études sérologiques cette fois-ci qui montrent quand même que des anticorps dirigés contre la dengue chez les populations provenant de différentes localités au Cameroun. Donc, en 2017-2018, il y a eu des cas de détection de virus avec une épidémie en zone rurale non loin de Kribi, à Bebouambe. Et en 2020, quelque chose de très important qu'il faut noter ici, ça c'est chez les patients fébriles qui venaient en consultation dans les formations sanitaires dans la ville de Douala, on a détecté que 13% des patients fébriles étaient dus à la dengue. Ceci montre que chaque fois, lorsqu'on cherche la dengue chez les patients fébriles, on en trouve. Et en ce qui concerne les vecteurs, qu'est-ce que nous connaissons des vecteurs de la dengue au Cameroun? Il faut dire, wow. Il faut dire que les deux principaux vecteurs, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Aedes aegypti et Aedes albopictus, que Aedes aegypti est présent ici sur notre diapo. Aedes aegypti, c'est en noir. Comme vous pouvez voir, Aedes aegypti est présent à travers le pays. Et en gris foncé également, c'est Aedes aegypti. Et en blanc, c'est Aedes albopictus. Donc, vous voyez que Aedes albopictus a une distribution limitée dans la partie sud du Cameroun. Et il faut noter également que Aedes albopictus, c'est une espèce invasive qui a été introduite au Cameroun récemment, en début des années 2000. Et vous voyez que maintenant, cette espèce invasive est l'espèce prédominante dans les villes de la partie sud du Cameroun, à l'exception de Douala, Limbe et Déa. Ici, je montre cette figure pour montrer un peu une étude que nous avons fait un peu plus détaillée pour évaluer la distribution de ces deux espèces dans la ville de Yaoundé. Comme vous pouvez voir sur la figure, Aedes albopictus ici en bleu et Aedes aegypti en rouge. Aedes albopictus, l'espèce invasive, a pris le dessus sur Aedes aegypti et est prédominant partout dans les zones urbaines. Il reste seulement quelques foyers dans les quartiers peuplés avec une forte densité de bâtis comme Vokada et Sos. Mais vous voyez également dans les quartiers périphériques, comme à Fanayo ici, là, Aedes aegypti aussi demeure l'espèce prédominante. Qu'est-ce que nous connaissons alors des gîtes de développement larvaire de ces moustiques? Il faut noter que ces moustiques exploitent les gîtes que nous avons dans notre environnement immédiat. Donc, il peut s'agir des vieux pneus, des récipients de stockage d'eau, des vases avec bouture en eau et des gîtes naturels également, comme les aisselles des plantes. Donc, vous voyez que les gîtes de développement larvaire de ces moustiques sont multiples. Donc, la lutte devrait tenir compte de tous ces éléments-là. Vous voyez, par exemple, l'élément 4 ici, c'est une bâche en plastique qu'on abandonne dans un coin de la cour. Ça devient un gîte pour le développement de moustiques. Et qu'est-ce qu'on connaît également de l'activité de piqûre de ces moustiques-là? Nous, on a mené une étude ici au Cameroun. Ça, c'était à Yaoundé. C'était des collègues de moustiques sur 24 pour essayer d'évaluer les périodes d'activité des moustiques Aedes albopictus. Comme vous pouvez voir sur la figure, on voit que l'activité du moustique commence à 5 heures, de ce moustique-là commence à 5 heures jusqu'à 19 heures, avec un pic d'activité entre 4 heures le soir et 6 heures le soir.
Ça, c'est des éléments importants au cas où on veut entreprendre des actions de lutte contre les adultes. Il faut cibler ces tranches horaires-là, peut-être lorsqu'on voudrait faire des publications aériennes. On a également étudié, après avoir vu la distribution de ces moustiques à l'échelle du pays, on a essayé d'évaluer si les moustiques du Cameroun, de l'Afrique centrale de manière générale, parce qu'ici, on a les moustiques du Cameroun et du Congo-Brazzaville, sont compétents ou sont aptes à transmettre le virus de la dengue. Donc, on peut voir ici, ça, c'est le moustique Aedes albopictus, parce qu'on a testé Aedes albopictus, Aedes aegypti, provenant de plusieurs localités, Brazzaville, dont c'est Congo-Brazzaville, dans la ville de Brazzaville, Douala, Yaoundé, Tibati et Yaoundé au Cameroun. Donc, on peut voir sur la figure, c'est que tous ces moustiques-là sont aptes à transmettre le virus de la dengue. Ça, c'est pour Aedes albopictus. Nous avons fait les mêmes analyses avec Aedes aegypti. Comme vous pouvez voir sur la figure, on voit que les populations de moustiques venant de la partie nord du Cameroun, de Benue et de Maroua, ici, ça semble résistant à la transmission de la dengue. Mais ici, il faut noter que lors de cette étude, nous avons étudié une souche exotique de la dengue. Donc, c'était une souche de dengue isolée à Bangkok, en Thaïlande. Donc, il serait important de reprendre ces études en utilisant les souches de dengue isolées localement. Et il faut noter aussi également que certains éléments comme le microbiote du moustique peut également interférer et moduler la compétence vectorielle de ces moustiques-là. En ce qui concerne la lutte, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il faut savoir que l'OMS recommande l'utilisation d'insecticides pour lutter contre les Aedes seulement en période d'épidémie. Et pour utiliser ces insecticides, il faut déjà qu'on soit capable de dire si les populations de moustiques collectées localement au niveau du Cameroun sont sensibles ou résistants aux insecticides utilisés en santé publique. Et ici, là, nous, on a testé plusieurs insecticides avec les populations d'Aedes aegypti provenant de plusieurs localités du Cameroun. Ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'il y a certaines molécules qui restent sensibles dans certaines localités, comme la deltamétrine, alpha-spermétrine, permétrine, qui sont des pyréthroïdes, qui restent sensibles pour les populations de moustiques venant de la partie septentrionale du pays. Mais par contre, dans la partie sud, grand sud du pays, Douala, Kribi, Yaoundé, ces molécules-là sont résistantes. Donc, ceci voudrait dire que même si on voudrait entreprendre des actions de lutte au niveau du Cameroun, on ne peut pas utiliser les mêmes molécules pour les populations à l'échelle du pays. Ça va être en fonction du statut résistant sensible de chaque localité. Donc, on a effectué également les analyses similaires avec chez Aedes albopictus. On a des profils semblables. Toutes les molécules ne sont pas sensibles dans toutes les localités ou résistantes dans toutes les localités. Donc, il y a des molécules qui sont sensibles dans certaines localités et résistantes dans d'autres localités. Donc, lorsqu'on devrait prendre des actions de lutte, il faudrait tenir compte de tous ces éléments-là également. À côté de la lutte des adultes, de la lutte contre les adultes, et on peut lutter également contre les stades larvaires. Et ici, la méthode n'est pas la même. Au niveau des stades larvaires, la lutte va consister ici à détruire les gîtes larvaires. Vous voyez par exemple ici sur la figure, voilà une soucoupe de pot de fleurs. Donc, une action à mener sur le terrain peut consister justement à perforer ces soucoupes de pot de fleurs. Lorsque de l'eau entrera dans la soucoupe de pot de fleurs, ça va s'écouler et ça ne va pas devenir un gîte de développement pour les moustiques. Vous avez vu par exemple ici les creux d'arbres. Il faut faire de l'entaille pour que l'eau qui en a les creux d'arbres s'écoule. C'est des actions comme ça qu'il faut mener sur le terrain. Vous avez vu les récipients abandonnés. Il faut faire des trous pour que ces récipients-là ne deviennent pas des gîtes. Vous voyez par exemple les pneus, les vieux pneus, il faut faire des trous pour que ça ne constitue pas des gîtes. Et ici, pour les récipients de stockage d'eau, ce qu'on a fait ici, on a traité ce stockage d'eau avec du BTI. BTI, c'est un larvicide biologique. Bon, ça, c'est une image des actions que nous avons menées lors d'une épidémie dans un pays voisin. Et en conclusion, on va dire que la dengue circule au Cameroun, mais demeure sous-diagnostiquée et sous-notifiée, et que les deux vecteurs épidémiques Aedes aegypti et Aedes albopictus sont bien présents au Cameroun, et que l'espèce invasive Aedes albopictus est en train de remplacer l'espèce indigène Aedes aegypti dans les villes du sud Cameroun.
Et il faut noter également que le niveau de sensibilité des deux vecteurs épidémiques varie en fonction des populations d'origine et des insecticides testés. Et enfin, nous pensons qu'il serait vraiment urgent de mettre en place au Cameroun un réel système de surveillance qui aura aussi pour but de renforcer les capacités des personnels de santé aussi au niveau du diagnostic et au niveau du diagnostic surtout pour notifier tous les cas de dengue. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Un clin d'œil à tous ceux qui nous supportent pour réaliser ces travaux au Cameroun. La London School à travers le projet RAF, le CRID, le Wellcome Trust et le UK International Development. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Kamga. Si nous étions en salle, vous aurez eu une grosse salve d'applaudissements. Comme je vous ai dit, Dr. Kamga est, on va dire, la Bible ou la mémoire en ce qui concerne les arbovirus au Cameroun. Il nous a fait même l'économie en nous donnant un bon résumé à la fin de sa présentation. Nous n'allons pas être très stricts en ce qui concerne le temps qui a été débordé parce que la présentation était très riche. Nous allons donc comme ça passer la parole au Dr. Guabanda pour nous entretenir sur les aspects diagnostiques de la dengue. Dr. Banda, you have the floor. Thank you. Bilonga, thanks so much. Can I share my screen or do you want? Yes, you can. Yes, please. Go ahead. We are able to see the screen. If you can put it on presentation mode or slideshow. Thank you. Sorry, just give me a minute. Let me go. All right, there we go. All right, perfect. Is that okay for everyone? Yes, thank you. All right, so thank you so much. I'll present in English, but I will try to put in some French words. I hope that's okay. So my name is Ngua Banda. I lead the Yellow Fever Lab and other arbovirus lab at Santipa City, Cameroon. All right, so my presentation really covers 4 aspects. So the first aspect will be, what do we do when we have a suspected case of dengue, when we receive a sample from a suspected case of dengue? What diagnostic methods do we use to diagnose the case? And what algorithm do we actually use to do that? And also, this will be, since it's an opportunity to reach out to people to actually tell that there's dengue testing available in Cameroon, I would like to also talk on that. So firstly, when we receive, there's some very key questions we would like to ask. First, the first question is, what type of sample did we receive? Volume of the sample, and was the sample adequately stored? The next question is, when was the onset of the symptoms? En fait, le début des symptômes. Et la prochaine question, en fait, c'est quand était l'échantillon collecté? Tout ça est vraiment important pour le diagnostic que nous on va faire. Et pourquoi, en fait? Parce que pour faire le diagnostic de la dengue, les marqueurs de diagnostic sont temps dépendants. Avant d'adresser la question des temps dépendants, je vais d'abord, quels sont les marqueurs de diagnostic pour la dengue? So we do have 4 key markers. So the first 2 markers are more like direct, what we call direct biomarkers or direct markers, because they are really specific to the virus. So we have the viral genome, and we have the viral antigen. So now in this case, the antigen is NS1. The other markers more like a reaction of the host to the virus, the presence of the virus. And in this case, we're referring to the antibodies, IgM for dengue antibodies and the IgG antibodies. So these are the 4 key markers we're looking at, the direct markers and the indirect markers. So why is this so important? I'll just take the case of someone who's been exposed to dengue for the very first time, so what we call the primary infection. If you look at the diagram on the right, what you quickly see is that
the dengue virus lasts in blood for a very short while. So within 7 days, it becomes undetectable. So beginning from onset to when the sample is collected is very crucial for us to be able to place a diagnosis. We need to make sure the sample is collected within 7 days for you to get a positive PCR case. And that's really confirmatory of the presence of dengue. The other marker is the NS1 antigen for dengue. That lasts in blood for roughly 10 days. That is also as good and as sensitive as the PCR, but we need to get the sample collected within 10 days to be able to detect that. The other ones are pretty much the antibodies, the IgM antibodies. And what we see in yellow, basically the IgM antibodies can be detected by day 3 in 50% of cases, and by day 5 in 80% of cases. Obviously, by day 10, over 90 or 100% of cases will have the IgM antibodies. And this is really practical in the sense that it lasts for 2-3 months, and we can actually perform a test at any time between onset and 10 to 2 months after, and be able to detect the IgM antibodies. In case of the IgG antibodies, they pick up slowly from day 7, but they increase rapidly. So remember, this is the case of a primary infection. So what happens when you have a secondary infection? So a secondary infection could be a previous exposure to dengue infection. It could be previous exposure to another flavivirus like yellow fever or West Nile. It could be you have received a vaccination from a yellow fever vaccination or Japanese encephalitis vaccination. So this vaccination will pretty much serve like the primary infection. So now when you get the dengue infection, it becomes like a secondary infection. And if you look at the two pictures, the left and the right, what you quickly notice that the viral expression is there, the antigen expression is there, but the IgM is kind of expressed very low and in a short period of time. That's what's really key about a secondary infection. And this further complicates the whole diagnostic approach, because most often what we have to rely on is the IgM. So if you're not able to detect it, it becomes a little bit difficult to be able to pose that diagnosis. Now that we now know the biomarkers, the question is how can we detect these biomarkers? Ideally, for detection of virus, you can also use a virus isolation. This involves culturing of the blood sample or the plasma or serum sample in the presence of cells and allowing the virus to express itself. So this takes quite a long time, and usually it's not really routinely done in most labs. What most labs really have available is the PCR testing. Let's get the RT-PCR testing. This is my favorite test because it's actually very indicative of the presence of dengue. So if you're able to detect the dengue virus by RT-PCR, it's really confirmatory of the presence of the dengue virus. But obviously, the infection is very acute. So you have to be able to get a sample within the window, like between the 0 to 6 days, to be able to have a positive case of PCR. And usually, and that's during the febrile case. So it really depends on how fast the patient gets to the hospital, how fast the medical practitioner can actually be able to detect and maybe suspect that it's a case of dengue, and how fast they can get the sample to the lab to be able to make that diagnosis. So I really count on all of you, like, if you suspect dengue, collect the sample as fast as possible. PCR policy is really helpful and it really expedites. It's easier to do, it's very rapid, and allows an easy detection of dengue. So obviously, a positive case of PCR confirms the dengue infection. A negative case does not rule out dengue infection. A negative case could simply mean the time of sample collection was beyond that window. So in the lab, we have the available assays we usually use is the CDC dengue 1 to 4 RT-PCR multiplex. It basically allows the detection of, like Dr. Bazil said, of all the 4 serotypes of dengue. We also use the triplex kit. The triplex kit allows us to detect Zika, chikungunya, and dengue at the same time. So most often when we have a suspected case of dengue, we always like to test for other arboviruses to make sure we have everything covered, just in case it's missed, something is missed. Okay, so the next biomarker is the antigen test, the test antigenic, test rapid. This is also very good and very sensitive, just like the RT-PCR test. The key here is, when is the sample collected? If it's collected within the first 10 days, that's really formidable. It can quickly have a positive result. But beyond that, it becomes a little bit difficult. Just like with the RT-PCR, a positive result in this case is very confirmation of the presence of dengue infection. A negative test doesn't rule out the infection.
So yeah, timing of blood sample collection is critical and very important. Like I said, the RT-PCR and the antigenic tests, they detect the properties of the virus. So if it's present, it means the virus is around. So that's really good for us. So it's confirmatory in this case. What if you collect the samples beyond them? Most often we rely on the antibodies. In most cases, the IgM antibodies. So most often what we use is a ELISA assay or a rapid diagnostic test to detect the presence of antibodies. Especially IgM. IgM is a marker of acute infection. IgM antibodies. But the problem with IgM is that when you have an IgM positive case, we consider it to be a presumptive dengue infection. And the reason is simple. IgM positive case will result from cross-reaction from maybe an infection with yellow fever or an infection with West Nile. It also results from non-specific reactivity. In this case, like if you have a hemolyzed blood, or we have what we call sang hemolyse, which is very rich in red blood cells, which are lyse and rich in iron, you tend to have, so in certain cases, you tend to have a test that will give you a positive result. So that's non-specific binding. So in that case, it will be a false positive. So in most IgM cases, you have to confirm it by what we call a test of cell neutralization. A test of cell neutralization really takes a long time to be able to conduct because you have to culture the virus, culture cells, put them in the presence of this patient sample and see if the patient has neutralizing antibodies. So what I always tell people is like, if you can collect this, if you collect the samples as fast as possible, is really ideal for diagnosis. It allows us to use the RT-PCR test, the antigenic test, and that is very confirmatory within a short window of time. But we start relying on using the IgM, it becomes a little bit more complex because you have to wait for a longer time to get a diagnosis. And clinically, that sometimes is not really relevant. To wait for, when you wait for so long to have that result, sometimes it's not really relevant. Okay. So another aspect I really want to portray is that most often we have to rely on a combination of tests to be able to give that definitive results. So most often we don't use just one test. If you have a PCR positive case, it's good. But if it's negative, you have to do an antigen test. You have to do an antibodies test. So you have to do a combination of tests. And what you can see from this study is that if you combine the test results, it increases sensitivity, basically the ability to detect dengue infection in people. So that's what the key information is, that we use a battery of tests to be able to confirm the presence of the dengue infection or not. So that's really important in our case. So now that we know the biomarkers and the diagnostic methods we use, so how do we in the laboratory really go about detecting cases? So in the case you have when we receive a sample from a dengue suspected case, so the first thing we look at is date of onset, date of sample collection. If it's within the 7 days, we proceed with the PCR test for dengue. And if it's positive, that's really good for us. It's confirmation of dengue infection, and we can actually relate those results. So within 2 or 3 days, you have the results back. The clinician is aware of the patient has dengue. So that's really important. If it's negative, and the sample was collected 3 days after symptom onset, the next thing we now do is an ELISA IgM test. If the ELISA IgM test is negative, no evidence of dengue infection. But if it's positive or if it's equivocal or indeterminate, what we now do is we have to test for, is this positive as a result of a yellow fever infection, a West Nile infection, or a Zika infection? Is there any cross-reactivity? Positive only for dengue, what we now have to do next is to do a dengue print assay. So these are tests that takes roughly 2 to 3 weeks to be done. So I'm talking of, you might get it up to a month or a month and a half to get a positive conclusion on a case which is IgM positive. And then so when you have the print titer, you have to verify, is it more than 10? If it's more than 10, you have to say, in certain cases, you have an IgM positive case, but the print titer, it shows that it's print negative. We can't conclude in such cases. We can't conclude. It could simply be because at the point of sample collection, only IgM antibodies were expressed, and we had not yet neutralization antibodies. But that's the only sample we have, and we can't really conclude for sure that this is a positive case. So we rule that as we'll basically reject the case. It could be non-specific binding, it could be a true dengue positive case,
but we don't have enough information to conclude on such a case. But if the dengue print titer is greater than 10, then we have neutralizing antibodies. So we can actually conclude that this is a dengue case and there's dengue infection. So that's what scenario we should want when it's a dengue positive case. What if the case is positive for dengue and, for example, and it's positive for Zika? So there are two things we need to do in this case. We need to do a print assay for dengue, and we need to do a print assay for Zika to be able to rule out if it's a dengue infection or is it a Zika infection. And just to throw it back in history, for a long period of time, most dengue, when they went back, before dengue became so prominent, before Zika became so prominent, most dengue cases, cases where the Zika case were considered to be dengue. So there's that cross-reactivity between dengue and Zika, and that happens a lot. So you need to do the serum neutralization assay to be able to conclude if it's truly is a dengue case or it's a Zika case. For you to conclude on this case, you need to make sure the print titer between if you get for dengue virus and the print titer you get for the Zika virus have to, if they are both positive, they have to be fourfold different between the dengue and the Zika for you to conclude. In case you have just a dengue case which is greater and the Zika print assay is negative, they can conclude it's a dengue case. All right. So yes, I was a little bit confused, but the summary here is that if you have a PCR positive case or you have the antigenic positive case, it's way more rapid than having to go through the serological testing. It takes a lot of tests, it takes a lot of time to do, and it takes a lot to interpret what the results really mean. So I'd just like to run on my presentation by saying two things. Dengue testing is available in Cameroon. So if you, at the level of the health facilities, if you have suspected case of dengue, we might have fever, intense vomiting, nausea, rashes, courbature, you have platelet counts of less than 100,000. If you suspect the case, you can contact your local health district, and they will use the sample referral network of the Ministry of Health. As they use the touristic agency, and they'll refer the samples to Centre Pasteur for testing. The testing is really free of charge. All we need is that people who are suspected, all the clinicians who suspect a case of dengue, they actually refer the sample to Centre Pasteur for testing through the Ministry of Public Health, and obviously the surveillance program. And obviously for us in the laboratory, there's some key elements that we're looking for when we see the sample. First, we require plasma or serum. Those are the key things we really need for testing. Secondly, we need a volume of 1 to 2 ml. Based on the amount of tests that has to be done, we require that minimum volume to be able to provide a very comprehensive analysis. Obviously, the samples have to be stored adequately, adequate storing. Especially if we have to do a PCR test, you need a sample. This is an RNA virus, and RNA degrades very rapidly. So we need adequate storage conditions to be able to detect the presence of the virus. So that's really key and important for us. So what we do not want, the sang hémolysé, pardon, ne nous envoie pas les sang hémolysé. It complicates testing. PCR, you inhibit PCR reactions. It will also give false positive IgM results. Please avoid hemolyzed blood samples. Please, we need sufficient volume. When you send a very low volume, we can't do any much with it. And lastly, please adequately label the sample. It's very good to have good, nicely labeled samples. That's really helpful. With that, I'll just say thank you so much. Thank you, Dr. Chanceline. That's all I had for a presentation. Thank you. Thank you very much, Dr. Guabanda. I'm really impressed of the level of presenters we have today. Merci beaucoup, Dr. Abanda. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui, surtout qu'à la fin, vous prenez la peine d'insister sur ce qu'il faut retenir. Donc, pendant que le docteur Dissia cale sa présentation, pour ceux qui nous ont rejoints, nous discutons de la dengue au Cameroun. Et Dr. Basile Kamga nous a entretenu sur est-ce que la dengue existe vraiment au Cameroun? C'est comme ça que je vais poser la question. Et la réponse est oui. Le virus de la dengue circule au Cameroun depuis de nombreuses années. Et il nous a dit que c'est une maladie mortelle. Ça fait partie des fièvres hémorragiques. Et c'est la maladie la plus transmise par les moustiques dans le monde. Et maintenant, on vient de nous rassurer en disant que le Cameroun a les capacités diagnostiques. Nous sommes capables de confirmer devant
toute personne suspecte de dengue, nous sommes capables de confirmer le diagnostic. Dr. Abanda insiste simplement sur le fait que les échantillons doivent être prélevés le plus tôt possible, tout en évitant d'envoyer le sang hémolysé. Donc, nous allons prendre la présentation du docteur Dissia. Docteur Dissia, comme on l'a dit, il est du Tchad et lui, il va nous dire comment est-ce qu'il gère l'épidémie de dengue au Tchad actuellement. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat et les différents experts pourront vous répondre comme Dr. Basile a commencé dans le chat ou alors lors de la session orale qui sera dédiée à cet effet. Donc, Dr. Dissia, vous avez la parole. Merci, docteur Dilunga. Je partage mon écran si c'est possible. Oui, oui, très bien, merci. C'est visible. Merci. Merci à tout le monde de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation succincte sur l'éclosion de la première épidémie de la dengue au niveau du Tchad, dans un contexte surtout sanitaire très vulnérable et avec un risque d'expansion de la dengue au niveau pays. Alors, je vais vous exempter de du plan de présentation. Il faut se dire que le Tchad est confronté ces dernières années à une situation très préoccupante, notamment la survenue des épidémies, des urgences de santé publique, notamment les inondations, et un afflux massif de réfugiés venant du Soudan qui fragilise davantage la situation sanitaire du pays. Je vais marteler sur la fièvre jaune que nous avons vécue de 2021 et 2022. On a connu une grande épidémie de fièvre jaune dans 5 provinces environ. Et aussi, en 2022, nous avons notifié des cas de chikungunya à l'est du pays. Je mets l'accent là parce que c'est dans cette zone où nous avons notifié le premier foyer des cas de la dengue. Alors, le 3 août dernier, il y a eu des flambées massives des cas de suspicion de paludisme dans la province du Ouaddaï, notamment dans le district d'Abéché, où il y avait déjà eu le cas de chikungunya. Et cette situation a alerté l'esprit de la délégation. Elle a fait des prélèvements, environ 12 échantillons, pour voir si ce n'est pas encore l'épisode de chikungunya. Et les échantillons ont été acheminés au laboratoire national de biosécurité et biosérité, qui est un laboratoire de niveau P3 appuyé par le G5 Sahel. Ce laboratoire qui a la capacité de détecter les arboviroses ont pu confirmer 8 cas sur les 12 échantillons de dengue. Alors, le 15, le ministère de la Santé publique a déclaré donc l'épidémie de la dengue au niveau du pays. Les échantillons ont été acheminés au centre collaborateur pour confirmation davantage. Donc, il faut se dire que la dengue, c'est une maladie dont, dans sa phase aiguë, les signes sont similaires à ceux du paludisme. C'est une maladie dont les manifestations bénignes, il peut exister aussi des formes graves. Et devant cette situation, donc, nous avons pour l'instant notifié 1602 cas de dengue avec 63 cas confirmés. Il faut se dire que les 63 cas confirmés de dengue ici sont vraiment une sous-estimation parce que à une longue période, nous avons eu une rupture de réactifs parce que nous avons fait la confirmation RT-PCR, mais pendant ce temps, nous avons connu une rupture puisque c'est le seul laboratoire qui était habilité à faire les tests et nous n'avons pas eu l'accès aux tests rapides sur le marché pour pouvoir étendre le dépistage des cas. Alors, nous avons enregistré un décès. Ça ici, c'est aussi sous-estimé. Il faut se dire que au niveau du foyer à Béché, il y a eu tellement, pendant cette période, des cas de décès communautaires, certainement, puisque nous n'avons pas eu la confirmation au niveau du laboratoire que nous mettons toujours dans le cadre de suspicion. Aujourd'hui, nous avons au total 12 districts qui ont été touchés dans 4 provinces du pays, y compris le district de N'Djamena. L'épidémie a atteint son pic, surtout notamment le mois d'août, à partir de la 34e et 35e semaine du mois d'août de l'année plus tôt, nous avons atteint le pic de l'épidémie.
Mais actuellement, les deux provinces de l'Est, N'Djamena, plutôt Ouadifira et Ouadaï, qui avaient notifié les premiers cas, ont passé déjà 3 à 4 semaines sans notifier d'autres. Mais le foyer le plus important reste dans la ville de N'Djamena. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Pendant que le ministère a déclaré l'épidémie, nous avons rapidement activé le centre d'opération d'urgence santé publique. On a mis en place le EGI, nous avons désigné le EGI avec son équipe. Nous avons élaboré rapidement un plan d'action d'incident pour une période de 6 mois. Et en même temps, nous avons élaboré tout de suite les directives de lutte contre la maladie. Et nous avons déployé le laboratoire qui devait en principe, puisque c'est un laboratoire mobile, nous avons envoyé le laboratoire au niveau du foyer même de l'épidémie pour continuer à faire le dépistage au niveau local parce que le trajet entre Abéché et N'Djamena, ça fait 900 km. S'il faut acheminer ces échantillons vers N'Djamena, ça prendra assez de temps et les cas ne seront pas dépistés dans le temps. Et nous avons déployé aussi une équipe multisectorielle, multidisciplinaire pour apporter un soutien à la province et nous avons envoyé des médicaments, etc. au niveau de la zone touchée. Donc, ces actions ont été vraiment ciblées. Nous avons mené une activité très intense de communication parce que l'objectif principal était de pouvoir contenir l'épidémie au niveau de l'Est en mettant en place la lutte antivectorielle, notamment la pulvérisation spatiale ou intradomiciliaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces défis? Nous avons vraiment l'épidémie qui est survenue à l'Est a pu regagner la zone de N'Djamena, la province de N'Djamena, parce que il était mis en place un système de pulvérisation de bus et ce système pouvait pouvoir contenir l'épidémie au niveau de l'Est. Malheureusement, le plan que nous avons élaboré avec 3 scénarios notamment, le premier scénario était que nous pouvons avoir une extension à 4 régions voisines où il y a un afflux massif de réfugiés de l'Est du Soudan, de l'Ouest du Soudan au Tchad. Alors, ces mesures de lutte antivectorielle n'ont pas été mises en place rapidement. Donc, nous avons notifié dès les 2 semaines après la confirmation de l'épidémie des cas importés qui sont venus d'Abéché pour infecter N'Djamena. Donc, après, la surveillance a continué sur la base des définitions des cas parce que nous avons dit fièvre aiguë plus 2 symptômes qu'il faut considérer jusqu'à preuve du contraire comme c'est un cas de dengue dans un contexte de flambée de paludisme aussi. Donc, comme il n'y avait pas de réactif pour faire le test, nous avons continué à faire la surveillance sur la base de la définition des cas que nous avons élucidés dans nos directives. Alors, les défis majeurs pour cette lutte sont notamment la lutte antivectorielle parce que ça coûte extrêmement cher. Nous avons fait un plan pour 4 régions seulement. Nous avons atteint environ 3 à 4 milliards pour mettre en œuvre la lutte antivectorielle, notamment la pulvérisation spatiale ou intradomiciliaire. Donc, pour mobiliser les ressources pour faire cette PID, ça nous a vraiment eu un casse-tête 4-7 pour pouvoir faire cette activité. Et l'autre défi majeur, parce que ça survient dans un contexte de paludisme, de flambée de paludisme. À moins que nous soyons dans les formes sévères de la dengue, sinon il est vraiment très difficile d'identifier les cas. Donc le personnel de santé même en question n'a pas une maîtrise de la détection rapide du cas de dengue. Alors là, c'est un défi de taille parce que jusqu'à présent, il fallait former le personnel sur la définition des cas et la détection rapide de la dengue, ce qui n'a pas été fait et je pense qu'il faut le dire. Il y a aussi un problème qui est important, c'est le plateau technique. Et nous avons eu les premiers cas qui sont admis à N'Djamena. Nous avons un CHU de référence qui a été ciblé pour la prise en charge des cas. Et c'est le seul qui est habilité aujourd'hui parce qu'après, nous avons eu des cas d'insuffisance rénale où la dialyse doit se faire et autres, les infectiologues doivent faire la prise en charge. C'est l'hôpital, le CHU Renaissance qui est en charge de ça. Donc, si
on a des cas sévères au niveau provincial, au niveau district. Il est très difficile d'avoir un plateau technique pour assurer vraiment la prise en charge des cas sévères de la dengue. L'autre défi, c'est la surveillance épidémiologique. Nous avons notifié au total aujourd'hui 1602 cas de cas suspects de dengue. Je pense que c'est une sous-estimation parce que si on prend les cas de N'Djamena, récemment, nous avons pu effectuer une supervision parce qu'après, nous avons pu mettre la main sur les tests rapides. Nous avons détecté qu'il y a suffisamment de cas de dengue à partir de N'Djamena que nous allons certainement mettre à jour notre courbe épidémiologique. Nous avons trouvé qu'il y a environ 400 cas confirmés au test rapide. Ça veut dire que si la surveillance marchait très bien, on pouvait vraiment avoir plus de cas de dengue dans la ville de N'Djamena. Il y a aussi une question de gestion des données. C'est très important parce que les responsables commis pour la collecte des informations sur le terrain, puisqu'ils ne maîtrisent pas aussi les définitions des cas, puisqu'ils ne maîtrisent pas aussi, on n'a pas de tests rapides pour pouvoir détecter rapidement des cas de dengue. Là, ça pose vraiment un problème pour la compilation de ces données parce qu'il faut l'identifier, le sécuriser comme si c'était un cas suspect de dengue. Et là, nous sommes vraiment en train de voir comment mettre en place une stratégie pour collecter les informations sur la dengue. Nous avons eu au départ un problème de laboratoire parce que le laboratoire détecte, mais il n'a pas la possibilité de faire le séquençage. Et nous avons heureusement eu, par un coup de chance, l'université Yale des États-Unis, qui était de passage, a pu récupérer les échantillons, les 12 échantillons d'Abéché, et ils ont réussi à faire le séquençage. Aujourd'hui, on a quand même une idée sur la situation qui était à l'Est, où on a une circulation du type 1 et type 3 de la dengue. Mais à partir de N'Djamena, nous n'avons pas encore eu la possibilité de faire un séquençage pour voir quel type de dengue circule au niveau de la capitale. Alors, ces défis même sont aggravés encore par certains facteurs qui sont notamment les ressources humaines qualifiées. Elles sont insuffisantes. Elle n'a pas une vue d'ensemble sur la nouvelle épidémie qui est vraiment similaire au cas de paludisme dans sa forme aiguë. Nous avons aussi un problème majeur qui est celui de la mobilisation des ressources financières pour faire face. Nous avons élaboré le plan avec 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que la dengue pouvait s'arrêter à ces 4 provinces et là, on pouvait vraiment la contenir. Et le deuxième scénario, c'est qu'on pouvait voir l'axe sur N'Djamena, l'axe de N'Djamena, d'Abéché à N'Djamena, où on pouvait avoir la mobilité récurrente, ça concernait 8 régions. Et le dernier scénario, où on a dit qu'elle pouvait embarrasser les 23 provinces du pays. Donc, comme nous n'avons pas eu des tests rapidement pour pouvoir tester à échelle, et aujourd'hui, on a en face de nous une épidémie sans toutefois comprendre dans quel axe on pouvait vraiment avoir. Heureusement, cette dernière semaine, nous avons réussi à mettre la main sur au moins 4000 tests rapides de dengue, ce qui fait qu'on a commencé à collecter les informations autour de la dengue. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, recommander aux uns aux autres si jamais cette situation arrivait? C'est surtout de réaliser une cartographie du vecteur. C'est très important. On ne sait pas où est-ce que le vecteur peut être logé et cette province peut être contaminée. Si on a une cartographie, on saura prendre les mesures en avance pour pouvoir contenir la maladie. Il y a aussi les activités visant à freiner la dispersion. Il faut les mettre rapidement en place, notamment la pulvérisation intradomiciliaire ou la pulvérisation spatiale. Nous avons aussi la communication. Au départ, quand nous avons été à l'Est, nous avons mis vraiment le paquet pour assurer une communication et la population a pu prendre la mesure individuelle pour vraiment se protéger contre le vecteur. Et là, nous avons vu qu'il y a une chute de la courbe épidémique à partir de cette province. L'autre aspect le plus important, c'est
la capacité de détection. Je crois qu'il faut renforcer davantage déjà la capacité des gens pour qu'ils connaissent la définition des cas de dengue et qu'ils puissent vraiment détecter rapidement et faire la prise en charge ou prélever pour que rapidement on puisse détecter. Il y a aussi la capacité diagnostique, enfin, qui est améliorée. Si ce n'était pas le laboratoire qui est l'unique même du pays qui détecte le LABIEC, on n'avait pas un stock minimum de réactifs, c'est que l'épidémie devait faire son chemin et gagner plus de terrain, et nous l'avons détecté rapidement. Il fallait aussi pouvoir avoir la capacité de faire le séquençage, tous ces aspects-là qui sont des aspects à améliorer avant que l'on puisse être surpris par la survenue d'une épidémie. Donc, je vous remercie ici pour votre aimable. Je reste à votre disposition pour plus de clarification. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dissia. Ceci mérite également une salve d'applaudissements. Malheureusement, la technologie avec Zoom ne nous le permet pas. Donc, nous sommes heureux et même chanceux de vous avoir aujourd'hui pour le partage d'expériences. Nous félicitons vraiment les efforts qui ont été faits au niveau du Tchad pour pouvoir juguler et contrôler cette épidémie. Et peut-être même ce sont vos efforts qui font en sorte que la maladie n'arrive même pas au Cameroun. Elle est déjà là, mais maintenant peut-être vous avez réussi quand même à juguler cela dans le cadre du règlement sanitaire international au point où ça n'a pas traversé les frontières. Donc, nous avons eu là 3 riches présentations portant sur la surveillance de la dengue au Cameroun, comment se fait le diagnostic, et nous avons aussi eu l'expérience du Tchad qui a pu gérer cette épidémie-là. Et comme vous voyez bien la courbe épidémique, on voit qu'il y a eu une diminution drastique des cas. Donc, nous allons ouvrir la parole pour les discussions. Nous avons eu certaines discussions dans le chat à l'attention du docteur Kamgan, à l'attention du docteur Gouabanda, et nous venons d'avoir une dernière question à l'attention du docteur Dissia. Donc, docteur Kamga, vous avez déjà commencé à répondre dans le chat. Est-ce que vous voulez revenir dessus pour tout le monde? Surtout en ce qui concerne les IgG, IgM, je crois. Mon micro est fermé. Oui, il y avait 2 questions là où j'ai essayé de répondre là. La première question concernait les symptômes. Comme Dr. Dissia a dit, les symptômes sont presque similaires aux symptômes du paludisme. Ça commence toujours par une fièvre. Après, il y a les douleurs musculaires, les douleurs aux articulations, douleurs rétro-orbitales, les vomissements. Donc, c'est comme le paludisme en réalité. Mais à côté de ça, maintenant, il y a la dengue sévère, qu'ils appellent symptômes de la dengue sévère. Là, maintenant, il y a les signes hémorragiques au niveau de tous les orifices du corps. Donc, ça peut être au niveau des narines, la bouche, orifice anal, au niveau du cerveau même. Et il y a le syndrome choc qui entraîne directement vers la mort. C'est ça aussi au niveau de la dengue. Donc en gros, voilà ce qu'on peut parler de symptômes. Il posait la question si on peut être positif aux IgG et refaire la dengue. Il disait oui. Oui, parce qu'il y a 4 stéréotypes de la dengue. Dengue 1, dengue 3, dengue 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que si vous êtes positif, vous avez les IgG dirigés contre dengue 1, vous pouvez contracter encore dengue 2, 3 et 4. Donc, ainsi de suite. Et chaque fois que vous exposez à un nouveau sérotype, vous avez plus de chances à développer les formes graves de la dengue. Je pense que c'était ça la question. Très bien. Allô? Oui, oui, docteur Kamga, nous avons bien suivi. Merci beaucoup. Et on retient qu'il n'y a pas d'immunité croisée. Si vous avez été infecté contre le type 1, vous pouvez bien l'être pour les autres types. Et j'ai aussi retenu que si vous avez été infecté plus d'une fois, plus vous vous infectez contre différents types, plus la symptomatologie est grave. Donc, nous allons passer la parole au docteur Gouabanda. Dr. Gu, you have some questions from Dr. Ye. Mostly want to know practically what is going on the field. Is there need of people to be trained, I think, to collect sample?
and also where to ship the sample. You had a slide on that on it. If you can emphasize more. Thank you. On your control. I think already there's an thanks for the question. I think there exists a system in case. So the first thing is I love of the health facilities. I think the health practitioners should also be trained to think beyond malaria. There are other causes of fever, and dengue is one of them. I think the health practitioners have to be aware of that, and they should be aware of dengue. And they should also be aware that when they suspect a case of dengue, there's a sample referral system supervised, I think, headed by the Ministry of Health, which involves you contact your local health district officer, and will be in charge of helping you on referring the samples through the touristic network to Saint Pasteur. So you need to contact, for those working in health facilities, you need to contact your local district officer, and they are aware of the system in place. And this is a referral system we use for most of the diseases. If you suspect any case which cannot be diagnosed locally, that's something that is being used. So the first thing is a level of the health facility, the health practitioner should be trained on being able to recognize and suspect dengue, especially during the very high active season, especially during the rainy season, when we have more cases of dengue. So I think there should be training of the health practitioners, recognize, and also be aware of that this testing is available and they can use the existing facilities. Ministry of Health, touristic network, contact your local district officer. They are aware of that. I think, Dr. Dilonga, I think you have more information on that network, referral network. And thank you. Thank you very much. OK, pour peut-être ajouter à ce que le docteur Gouambada a dit de façon concrète, lorsque vous avez un cas suspect de dengue, donc au lieu de dire paludisme maltraité, paludisme grave, paludisme ceci, alors que le cas a vraiment reçu le traitement du paludisme comme il se doit, pensez à la dengue. C'est une maladie à notification immédiate. Ça veut dire que dans toutes les formations sanitaires, il y a des points focaux surveillance. Vous les informez. Donc, ça veut dire, en tant que personnel soignant, vous devez savoir qui est votre point focal surveillance. Lorsqu'il est informé, il informe également le district de santé. Il y a des outils qui existent pour la collecte des informations. Ça s'appelle des formulaires de notification ou formulaires d'investigation. Et le docteur Lawson qui a demandé, est-ce qu'il y a des directives? Oui, nous avons un guide technique sur la surveillance intégrée de la maladie et la riposte, où vous avez un chapitre dédié à la dengue. Qu'est-ce que c'est? Quel échantillon prélever, la conduite à tenir et tout. Donc, ça existe effectivement. Maintenant, les responsables des districts de santé sont capables de faire le prélèvement sécurisé, de le conditionner. Et maintenant, en ce qui concerne le transport pour toutes les régions, il y a des partenaires qui nous appuient pour le transport des échantillons. Les régions savent qu'ils peuvent contacter la société touristique sans publicité pour le transport des échantillons. Et comme on l'a dit, le prélèvement doit être fait le plus tôt et le laboratoire aussi doit être informé. Il y a une résolution actuellement qui dit qu'il doit avoir un personnel de rotation dans les laboratoires de référence, notamment le Saint Pasteur et le Laboratoire national de santé publique, pour qu'un échantillon suspect de fièvre hémorragique ne dorme pas. Que ce soit le vendredi, le dimanche, quelle que soit l'heure, l'échantillon doit pouvoir être testé. Donc, c'est pour vous rassurer. Et bien sûr, il est important de continuer de se former, de lire les documents qui existent et aussi ces webinaires, c'est de continuer de partager là-dessus. Thank you very much, Dr. Ngou. Dr. Dissia a également eu une question. Vous avez pu constater que la lutte ou la riposte contre une épidémie de dengue coûte excessivement cher. Ça parle du milliard uniquement pour la lutte antivectorielle ou bien des milliards. Donc, Dr. Ngou, Dr. Dissia, vous avez une question qui demande comment est-ce que vous avez fait pour mobiliser ces fonds? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. D'abord, avant de répondre à ma question, c'est par rapport au diagnostic précoce, puisque nous avons les tests rapides pour le paludisme qui sont un peu plus accessibles. Il faut se dire que les tests pour la dengue, même les tests rapides, ça coûte extrêmement cher. Maintenant, dans les définitions, on a inclus, si quelqu'un vient, il se présente pour fièvre aiguë avec 2 symptômes, on le considère et on fait le test rapide à lui.
Si on fait le test rapide palu, on le traite pour le paludisme, mais si les signes perdurent, on dit que non, 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 ça c'est probablement un cas de dengue. Là, on le comptabilise comme un cas suspect. Donc, ces stratégies nous ont permis de ramasser beaucoup plus de cas qui sont compatibles pour la dengue. Ça, il faut mettre ça à l'actif. Maintenant, il y a autre chose en ce qui concerne la formation des acteurs. Puisque le foyer était un peu plus limité, quand on a déployé l'équipe sur le site, on a mis un infectiologue qui doit aller former le personnel de santé sur la prise en charge des cas. On a mis des épidémiologistes et on a profité sur le terrain avec les médias locaux pour sensibiliser davantage sur les signes et symptômes de la maladie. Donc, le personnel de santé est formé parallèlement avec l'appui des acteurs qui sont envoyés à partir de N'Djamena pour appuyer la province. Et aussi, puisqu'il y a des émissions interactives qui sont au niveau de la radio, tout le monde a pris conscience que voilà, la dengue, les symptômes, c'est ça. Et ça, c'est ça qui nous a un peu permis de réduire l'incidence de la maladie à partir d'Abéché. Maintenant, à partir de N'Djamena, c'est un peu complexe parce que c'est une ville très grande il faut toutes ces structures, il faut réunir les gens, les former, il faut passer les messages et ça a un coût. Et nous avons commencé avec les grands hôpitaux à aller faire les formations pour la prise en charge des cas. Et je vous avoue que ce n'est pas facile pour faire une épidémie comme la dengue là, faire face à celle-là sans toutefois les ressources nécessaires, ce n'est pas évident. Parce que si vous ne pouvez pas faire la lutte antivectorielle, il faut au moins se communiquer pour que les gens puissent faire la prévention individuelle. Et si on a un malade qui est testé positif, au moins il se met sous moustiquaire, il prend les mesures pour ne pas se faire piquer et faire ventiler la maladie. Ce sont ces messages-là que nous avons essayé de passer auprès des prestataires et de la population pour qu'il y ait une réduction de l'incidence de la maladie. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dissia. Et on aimerait également savoir où est-ce que le Tchad a pris les fonds nécessaires pour faire face à cette épidémie. Est-ce qu'il y a une cagnotte gouvernementale ou alors c'est uniquement avec les partenaires? Ouais, le premier déploiement, c'était uniquement sur le fonds de lutte contre les épidémies parce qu'on a un fonds au niveau du ministère qui est logé. C'est vrai, ce n'est pas excessif, ça ne peut pas couvrir, mais quand même, l'équipe qui est partie, même le déploiement du laboratoire sur le foyer de l'épidémie, c'était avec le fonds de lutte contre les épidémies. Après, nous avons commencé les plaidoyers. L'acquisition des réactifs, par exemple, nous avons eu 2000 tests, c'est sur fonds propres du ministère. Après, nous avons commencé le plaidoyer avec le projet Rédissé. Ils viennent de nous doter au moins avec plutôt 3000 tests et les outils sont en cours de production pour les vulgariser au niveau des formations sanitaires. Donc, il n'y a pas que le ministère qui a croisé les bras pour attendre, mais on s'est mis pour faire les premiers actes pour attendre si les bonnes volontés peuvent rejoindre le ministère pour l'appuyer dans cette lutte. Merci beaucoup, Dr. Dissia. C'est assez impressionnant tous les efforts que vous mentionnez là. Et nous constatons que nous avons beaucoup à apprendre du Tchad en ce qui concerne la gestion des épidémies de dengue. Rassurez-vous, nous allons vous contacter plus d'une fois, même si c'est pour nécessiter le partage des outils, voire même aussi le partage de certains matériels, pourquoi pas. Je fais comme ça un clin d'œil au laboratoire en ce qui concerne les capacités du laboratoire mobile. Le Cameroun devrait déjà penser à se préparer dans ce sens-là. L'agenda permet également de donner la parole à certains experts qui nous accompagnent tous les jours dans le cadre de la préparation et de la lutte contre la réponse aux urgences et de la lutte contre les maladies à potentiel épidémique et autres urgences de santé publique. Donc, nous devrions avoir le professeur Njom, par exemple, qui s'est excusé. Mais je vais passer la parole au docteur Essolinda. Docteur Essolinda est médecin de santé publique épidémiologiste. Elle est actuellement le sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique et la
coordinatrice adjointe du Centre des opérations des urgences de santé publique. Elle a été gestionnaire de l'incident de plusieurs maladies, COVID, choléra. Donc, c'est pour dire qu'elle est vraiment à même de nous dire quelle est la position du Cameroun en termes de préparation et de réponse en ce qui concerne la dengue. Madame le directeur, nous vous remercions pour votre présence et nous vous passons la parole au vu de tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Merci. Merci, Dr Bilunga, Madame la modératrice, de me passer la parole de manière inopinée, je dirais. Et bon après-midi à tout le monde. Je me réjouis de voir le taux de participation à ce webinaire parce que nous avons vraiment tenu à l'organiser, nous avons tenu à ce qu'il ait lieu pour déjà amorcer le renforcement de la communication par rapport à la réalité et à l'évidence du risque d'épidémie de dengue que le Cameroun encourt en ce moment. La présentation du docteur Dissia le montre à souhait. Si un pays aussi limitrophe de nous que le Tchad a une épidémie d'une telle ampleur de dengue, ça veut dire que l'épidémie de dengue est à notre porte et peut-être qu'elle est même déjà là, mais faute d'un système de surveillance robuste et fort, nous ne l'avons pas encore détectée. C'est la surveillance épidémiologique qui est le premier pas pour pouvoir détecter rapidement et pouvoir mettre en œuvre une réponse efficace face à une épidémie. Donc, ce webinaire, c'était vraiment pour créer l'awareness, je n'ai jamais trouvé la traduction en français, de créer l'awareness chez les professionnels de la santé sur l'existence réelle de ce risque et aussi vraiment de donner les premiers outils pour pouvoir détecter précocement les cas de dengue au Cameroun. Docteur Kamgan l'a dit, nous avons des cas de dengue au Cameroun. Donc, j'en appelle les uns et les autres à inscrire cela dans notre pratique quotidienne. Un cas suspect de paludisme sera un cas suspect de dengue. Et le processus, aussi bien de notification que de transfert des échantillons qui sont collectés, je pense, vous a été rappelé au cours de ce webinaire que malheureusement j'ai pris en cours. Et aussi, c'est une sonnette d'alarme pour nous, Dr Bilunga, et pour tous ceux du niveau national de mettre en place toutes les directives et les SOPs qu'il faut pour pouvoir se préparer efficacement à une éventuelle flambée de dengue dans notre pays. Les définitions des cas doivent pouvoir être repartagées, de même que la conduite à tenir devant tout cas suspect de dengue, mais en même temps, nous devons avoir notre plan de préparation rapide à une éventuelle épidémie de dengue pour que nous ne soyons pas surpris lorsque cela va être déclenché. C'est vraiment le petit point que je voulais faire. Courage à nos collègues qui gèrent déjà des épidémies et courage à nous parce que je pense que c'est une nouvelle bataille dans laquelle on doit pouvoir se lancer. Donc, se préparer à gérer ou à devoir contrôler une épidémie de dengue au Cameroun, c'est notre nouveau cheval de bataille en ce moment. Et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les responsabilités sont connues et nous devons prendre nos responsabilités face à ce risque que nous encourons là. C'est le petit point que je voulais faire. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci, Dr Bilunga, à vous. Merci beaucoup, Madame le directeur. Votre petit point est plutôt un gros point quand on voit le contenu de ce qui a été dit. Nous voilà arrivés au thème du webinaire. Donc, je vais encore donner la parole à nos 3 experts par ordre d'intervention. Docteur Kamgan, un dernier mot? Oui, un dernier mot, c'est... Je pense que mon micro est... Ah oui. Un dernier mot, c'est déjà cette prise de conscience qui commence parce que pendant longtemps, nous, on disait que la dengue, c'était une maladie réelle qui circulait chez nous et qui était abandonnée. Je suis content de voir qu'il y ait de l'engouement pour qu'on puisse se préparer véritablement pour qu'on ne connaisse pas des grosses épidémies comme dans d'autres pays en Afrique. Il faut le dire que pour ceux qui ne savent pas, ça fait bientôt 10 ans qu'il y a des épidémies chaque année de dengue, par exemple au Burkina Faso. Cette année,
ils ont eu plus de 200 morts cette année dues à la dengue. Et près de 200 000 cas cette année 2023 au Burkina Faso en une seule année. Donc, ça veut dire que la dengue, c'est une maladie mortelle, aussi dangereuse que le paludisme et autres. Et comme Dr Dichy l'a dit, les efforts de lutte dans la dengue, malheureusement, il n'existe pas de vaccin efficace parce que le vaccin qui existe à présent, c'est un vaccin qui protège juste les personnes âgées entre 6 et 16 ans. Ne me demandez pas pourquoi ils ont dit 6 et 16 ans. Mais, et aussi, on a visé ça seulement dans les localités où la dengue est connue comme endémique et seulement chez les sujets qui ont déjà eu une expérience à la dengue. Donc, ça veut dire en réalité, dans notre contexte, on ne peut pas dire qu'un vaccin existe parce qu'un vaccin, dans notre contexte, ça doit être un vaccin qu'on peut administrer à la population générale. Pour le cas de la dengue, sa présence, ça n'existe pas. Ça voudrait dire que quoi? Que l'effort de lutte doit être orienté à la lutte antivectorielle. La lutte antivectorielle compose plusieurs pans. Il y a la lutte anti-larvaire et la lutte anti-adulte. Il est vrai que l'OMS recommande la lutte contre les adultes seulement en période d'épidémie. Ceci juste du fait qu'il n'existe pas beaucoup de molécules insecticides que nous pouvons utiliser pour combattre les Aedes adultes. Et avec le peu d'insecticides qui existent, il ne faut pas, disons ceci comme ça, que gaspiller alors qu'on n'est pas vraiment en période de danger. Donc, il faut garder ses armes lorsque vraiment il y a danger pour faire de la pulvérisation. Parce que la résistance a été observée à toutes ces molécules-là, excepté quelques molécules comme appartenant à la classe des organophosphates. Maintenant, au niveau de la lutte larvaire, pour la lutte larvaire, ça doit être vraiment un engagement communautaire. Parce que la lutte larvaire, c'est quoi? Comme vous avez vu tout à l'heure lors de ma présentation, les gîtes de développement des Aedes sont les vieux pneus, les récipients de stockage d'eau, les récipients abandonnés. Donc, déjà, au niveau de la communauté, les gens doivent s'approprier cela, savoir comment identifier les gîtes de développement de larves d'Aedes et pouvoir les détruire. La destruction, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste, pour pouvoir être imaginatif, quand on est face à une situation, peut-être faire des trous pour que ça ne laisse pas accumuler de l'eau, perforer parfois s'il faut. Et pour le stockage d'eau, il faut avoir le réflexe de toujours vider le contenu de récipient, de mettre une nouvelle eau. Parce que nous remarquons généralement sur le terrain, c'est que des personnes ont souvent des fûts où ils mettent de l'eau, quand le niveau d'eau baisse, on en rajoute sans jamais vider totalement le contenu. Donc, pour éviter que cela devienne des gîtes de développement des Aedes, il faut qu'au moins 1 à 2 fois par semaine, visiter totalement le contenu et mettre une nouvelle eau. Pour les amateurs des boutures en eau, des vases avec boutures en eau, ce qu'on a remarqué également dans beaucoup d'endroits, que ce soit au Cameroun, dans d'autres pays de la sous-région, quand le niveau d'eau baisse dans le vase, on en rajoute sans jamais vider totalement le contenu. Donc, c'est ces gestes-là qu'il faut commencer, qu'on s'habitue à tous ces gestes-là et passer le message, faire de la communication pour le changement de comportement, pour que tout le monde s'approprie et pour qu'on lutte efficacement contre la dengue. Merci. Merci beaucoup, Dr Kamga. Vous voyez qu'un seul webinaire ne suffit pas pour pouvoir échanger dessus. Avant de passer la parole au Dr Ngouabanda, je vais remercier les responsables régionaux qui se sont connectés à ce webinaire, mais aussi tous les autres prestataires de santé publique et ceux qui sont intéressés par la santé publique. Je vais passer la parole au Dr Yengwa, vu son insistance. Docteur, vous avez la parole, comme ça, pour que ça puisse être capté avec les autres interventions. Merci. Okay, merci. Vous me suivez, vous me recevez? Très bien, allez-y. Merci, docteur Chanceline. Merci pour ce que vous faites pour nous. Moi, j'avoue vraiment que je suis praticien depuis presque 4 ans maintenant et je n'ai presque jamais été formé sur les questions de santé publique, détection, tout ça. Et vraiment, pour moi, c'est un honneur. Déjà aussi, peut-être parce que j'ai rejoint le parcours de santé publique et que ce sont des questions qui m'intéressent. Moi, je voulais savoir, en tant que clinicien, au quotidien, évidemment, on a souvent l'habitude de penser d'abord au paludisme, mais est-ce que la dengue, c'est un diagnostic d'exclusion de la fièvre, du paludisme autant pour moi, ou alors devant quand même tout paludisme ou bien toute fièvre quand même, on doit quand même penser à la dengue actuellement. Et aussi, où est-ce qu'on trouve le listing de tous les points focaux qui concernent les surveillances? Parce que moi, depuis des années, je ne sais pas exactement. Si vous me demandez qui est le point focal X ou Y, je ne les ai jamais vus, je ne sais même pas du tout. Donc, merci de nous informer là-dessus, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur Eyengwa.
Dr. Guabanda, do you have one word to end this webinar? Yes, I do. First, I'd like to start by thanking you. I think dengue, first of all, has been very ignored. So I think this webinar has been an opportunity to raise awareness. And I think awareness is the key message we have. Like the director said, we need to make sure we inform the health practitioners, inform our health authorities about the rising burden of dengue. I really like this idea because we don't wait for it to happen. We are being more proactive rather than reactive. So we are trying to prepare the groundwork for in case we have an eventual downfall of dengue. So it's a good thing to build on these efforts to raise awareness within the communities, within the health practitioners, and within the health authorities. And that implies is that we also have to start taking measures to be able to support all these levels, basically the community, the health practitioners, as well as the health authorities. Make funds available, diagnostic kits available. Information itself is really key and is really essential. Like the question of the Dr. Zhang Jr. is key, that information or something a lot of the health facilities is not available. So we have to start emphasize on those things, that dengue is a reality and it's causing a lot of burden within countries close by, and there's a likelihood that may be a downfall or not. So we have to really keep raising informing people and getting their buy-ins. So I think for me, that's the key information. Let's all work together to raise awareness. And through this webinar, we should use this as a springboard to inform those around us that beyond malaria, there is dengue. There are other arboviruses that we should really look into those. So thank you so much for this webinar, and thanks so much for this opportunity. Thank you. Over. Thank you very much, Dr. Banda. We definitely have to find the French word of awareness. Thank you very much. Dr. Dicia, un dernier mot avant qu'on ne conclue ce webinaire. Merci, Dr. Bilunga. Moi, je voudrais surtout insister sur la complexité de cette lutte. Tellement qu'il y a la mobilité de personnes actuellement, et puisque nous ne connaissons pas vraiment la cartographie des vecteurs, il est vraiment, vraiment très, très difficile de faire une lutte, parce que pour la détection même, il faut avoir les réactifs. Et si les réactifs ne sont pas disponibles au niveau le plus reculé, vous voyez comment ça va être difficile de détecter même les cas probables que nous pouvons faire avec les tests rapides en attendant que ça soit confirmé au niveau de laboratoire. Donc, les tests coûtent extrêmement cher et nous avons une mobilité très fréquente des personnes. Il faut vraiment mettre l'accent sur la communication. Que déjà, le Cameroun doit prendre les choses en main, commencer à communiquer, parce qu'avec les médias actuellement, c'est plus facile pour nous de toucher le plus loin possible les personnes et les sensibiliser pour dire que si jamais nous avons ces symptômes-là, il faut vraiment faire attention et que la communauté commence déjà à lutter contre les vecteurs en détruisant les gîtes larvaires. Parce qu'en faisant ça, je pense qu'on aurait peut-être mieux pu contenir l'épidémie. Si on n'a pas communiqué suffisamment, vraiment, on ne pourra pas faire grand-chose contre la dengue. Et l'expérience du Burkina, c'est la réinfestation. Parce qu'il y a plusieurs sérotypes. Si vous avez fait avec un type, le deuxième type, vous avez risque de faire la forme grave. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à limiter l'épisode des épidémies pour mieux endiguer le problème. Merci beaucoup, Dr. Dicia. Parvenu au thème de ce webinaire, l'objectif était vraiment de mettre les uns et les autres en alerte quant à cette maladie à potentiel épidémique, cette fièvre hémorragique mortelle qui sévit, dont le virus circule au Cameroun et peut-être nous passons à côté. C'était vraiment raise l'awareness, que tout le monde soit en alerte à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Au personnel soignant, devant tout cas de fièvre ne répondant pas favorablement au traitement antipalustre, pour le diagnostic posé en première intention, pensez à la dengue. Dans vos formations sanitaires, il y a un point focal surveillance, renseignez-vous. Et tous les districts de santé ont également un point focal surveillance, de même que les régions. Aux responsables des districts et des régions qui sont connectés, aidez vos formations sanitaires en les sensibilisant, en aidant à la diffusion de la définition des cas, en aidant aussi pour le prélèvement et le transport sécurisé des échantillons, mais aussi
penser aux actions en communauté, notamment en sensibilisant, en commençant la lutte antivectorielle avant que ça n'arrive. Maintenant, à l'attention du niveau central, comme cela a bien été dit par Madame le directeur, nous allons continuer la préparation contre cette épidémie. Nous allons continuer à faciliter la mise à disposition des directives, mais aussi déjà penser à comment faire face si effectivement nous avons cette épidémie-là. Mobiliser déjà les ressources afin de ne pas être surpris. Donc, je tiens par ma modeste voix à remercier tous ceux qui ont donné de leur temps. Nous avons volontairement étendu la séance vu la richesse des présentations. Comme il a été dit, vous aurez accès au contenu sur la plateforme ECHO dont le lien a été partagé. Je vais donc comme ça inviter tout le monde à ouvrir sa caméra afin que nous puissions faire une photo. C'est pas la photo de famille, mais au moins ça permet de savoir qui est qui. Là, je vois bien Dr. Kamga. Est-ce que les autres sont là? Je vois Dr. Eyengwa. Je vois Dr. Chebo Cornelius de la région de l'extrême nord. Merci beaucoup d'avoir rejoint. Je vois beaucoup de gens. Laissez-moi continuer. Oui, beaucoup de représentants des régions. Merci beaucoup. Aidez-nous à faire les captures d'écran, Loïc. Faites les captures. Je vois le docteur Ariane Zouank, expert biologiste. Merci, docteur. La prochaine fois, dites-nous, nous allons vous inviter. Je crois même que vous ferez partie de nos prochains panélistes. Merci encore, docteur Ngonla de la région du Sud. Merci d'être connecté. C'est un plaisir. Je rappelle que toutes les régions ont la possibilité d'avoir la plateforme ECHO. Vous les avez. Pensez également à utiliser cela. Docteur Alain Koza, Ingrid Minto. Je ne fais pas l'appel, rassurez-vous. Je suis juste ravie. Il y a des personnes qui sont connectées à 3, à 4. Je vois Madame Germaine Foka qui s'est connectée avec Elisa. Merci beaucoup pour votre présence. Adeline. Ceux qui ne mettent pas les caméras ont Dr. Basilis Minka. Merci d'avoir massivement répondu à ce webinaire et nous vous espérons aussi nombreux pour le prochain. Ça a été vraiment une séance assez enrichissante. Merci encore. Le contenu, comme on vous l'a dit, copiez le lien. Je laisse volontairement traîner ceci. Haïti, si vous pouvez remettre le lien pour qu'on puisse avoir accès au contenu des présentations sur la plateforme ECHO. Vous pouvez ouvrir un compte. Et si vous avez des sujets, vous aimeriez qu'on discute, vous nous connaissez, vous connaissez vos responsables régionaux, envoyez-nous les propositions de sujets et très prochainement, les webinaires se tiennent une fois par mois. Maintenant, selon l'urgence, nous pouvons le faire même tous les jours. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye. Oui, bye. Thank you very much. Dr. Dissia, grand bravo. Dr. Kamga, merci beaucoup. Dr. Banda, it was a pleasure and an honor. Thank you very much. Bye. Very powerful. Merci à notre hiérarchie qui nous accompagne tout le temps. Dr. Mandeng. Merci beaucoup. Bye bye.